Chers amis, bonjour. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui et mon invité est Arsène, euh, qui est franco. Comment je peux vous présenter? Franco-ukrainien, franco. Oui, tout à fait, oui, franco-ukrainien. Je suis né en Ukraine, je vis en France depuis plus de 20 ans, donc oui, je suis un Ukrainien très francisé. Ok. Donc, vous êtes né en Ukraine et vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, j'ai 32 ans, ouais, donc ça fait plus de 20 ans. Moi, je viens initialement de Kiev, donc je suis né, enfin, on dit Kyiv maintenant. Mhm, J'ai également vécu quelques années à Sébastopol, en Crimée. mhm. J'ai de la famille qui est d'ailleurs toujours là-bas. Voilà. Et donc j'étais à Toulouse, maintenant à Lille, en France. Mhm. Ok. Racontez un tout petit peu votre parcours parce que c'est un parcours un peu atypique. C'est un parcours qui intéresse les gens, comme comment on arrive à l'âge de 10 ans, comment on débarque en France, pourquoi, comment on s'installe, comment on s'adapte à la nouvelle vie et comment on devient un médecin français qui travaille maintenant aussi en Ukraine. Bah écoutez, j'ai pas trop eu le choix, hein. Moi, à 10 ans, on est spectateur de notre vie, donc moi, j'ai suivi ma mère qui est partie. Mhm. L'adaptation s'est faite très rapidement, finalement, hein, puisque j'ai appris la langue. Il me semble que j'étais arrivé courant mai et à la fin de l'été, je parlais à peu près bien français, donc c'était assez rapide. La transition était bonne. Et puis, j'ai fait des études de médecine. Je suis devenu anesthésiste réanimateur. La question du départ, dans les années 90, ça vous devez le savoir, c'était une époque très complexe en, en ex-URSS. Mhm. C'était une époque très troublée. Donc, il y a eu une grande vague d'immigration et notamment, ma mère et moi, on en a été. Ce qui n'a rien à voir, effectivement, avec les vagues d'immigration qu'il y a eu par la suite en Ukraine en 2014 et celle de 2022. C'est des contextes différents. Mhm. Oui, oui, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était plus dislocation du RSS. En fait, on cherchait y compris les conditions matérielles un peu meilleures que ce qui était dans le pays qui était en dislocation. Tout était désordonné, il y avait la corruption, tout manquait. Et donc, on cherchait une meilleure vie, tandis que à partir de 2014 et surtout à partir de février 2022, on cherche la sécurité parce qu'il y a la guerre qui est là et donc les gens ne cherchent plus du tout les conditions matérielles. Ils ne cherchent pas à améliorer leurs conditions matérielles, ils cherchent d'abord et avant tout la sécurité. D'où d'ailleurs la différence beaucoup de cette immigration par rapport à d'autres vagues d'immigration qui sont en France, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes et des enfants qui viennent en France et pas forcément dans une logique de s'installer durablement en France, c'est juste pour passer la période la plus dangereuse de guerre. Et une fois, dès que possible, d'ailleurs, on le voit, hein, les gens reviennent dès que. Même, il y a eu le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui disait faut pas revenir parce qu'il y a encore des bombardements. Donc, si vous pouvez rester encore un tout petit peu. Et les gens, en fait, ne voulaient pas. Dès qu'ils ont vu que la guerre n'était pas à la porte de Kiev, et ils ont préféré rentrer quand même chez eux. Oui, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Et moi, j'ai vu la différence quand j'étais en février, où les gens sont partis, Kiev était vide. C'est-à-dire que moi, je roulais au centre-ville de Kiev avec mon ambulance en ne respectant aucune signalisation parce que tout était vide et c'était la guerre. Et un mois plus tard, en mars, quand les Russes ont été chassés, la vie est revenue un petit peu comme avant. Et les gens se comportaient de façon, j'ai envie de dire, pas très correcte, comme s'il n'y avait pas la guerre. Et ça m'a étonné parce que les véhicules, en tout cas militaires, les véhicules sanitaires, avant nous laissaient la priorité. Et puis petit à petit, les gens se sont dit non, 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 maintenant on revient un petit peu, j'ai envie de dire, à la vie d'avant. Et, et rapidement, les gens, je pense, dans les régions de l'Ouest et du Centre,
ont oublié la guerre, ils pensent que c'est loin, que ça les concerne pas. Là, vous avez pu voir la semaine dernière, il y a eu des bombardements de Kiev. Ça fait une petite piqûre de rappel. Je pense d'ailleurs que c'est contre-productif de la part de Poutine et de la Russie de bombarder ces régions-là, parce qu'au contraire, ça remobilise les gens, ça réactive en tout cas leur stress de guerre et et ça accroît encore leur aversion vis-à-vis de la Russie. Mhm. Ok. Les projets que vous avez en Ukraine, donc dites-nous un tout petit peu plus ce que vous faites, avec qui, avec quelle organisation, dans quelle région et quels sont les rôles des médecins français, dont vous, qui sont sur le terrain. Il n'y a pas d'organisme humanitaire, il n'y a pas d'ONG qui vont en Ukraine aider sur la ligne de front. Je parle évidemment du point de vue médical, pour des questions assurantielles. Donc tout cela, ce ne sont que des initiatives individuelles. Il y a des organismes qui vont à la frontière polono-ukrainienne notamment, qui vont peut-être à Lviv, mais ils vont pas plus loin. Donc, en tant que soignant, c'est pas forcément très effectif d'aller à la frontière. Il faut aller là où sont les blessés. Donc, j'ai rejoint une organisation qui s'appelle les Hospitaliers. C'est une organisation qui commence à être plutôt connue en Ukraine, qui est une organisation finalement civile qui existe depuis 2014. Et j'aimerais juste rappeler un petit peu l'historique. En 2014, quand la guerre a commencé, ce sont finalement les volontaires qui ont tenu face à l'invasion russe du Donbass en 2014. C'est pas réellement l'armée, il y avait plus d'armée en Ukraine, c'était complètement déliquescent. Et donc, ce sont des bataillons de volontaires qui se sont armés, qui ont opposé leur résistance. Et il fallait évidemment créer des unités de soutien médical parce que il y avait également beaucoup de blessés, encore plus chez les volontaires. Et donc, il y a un équipage qui a été créé, qui a été l'équipage des hospitaliers. C'était que quelques personnes. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné, ça fait tache d'huile et cette organisation a grossi. Et aujourd'hui, il y a à peu près, il me semble, à peu 1000 personnes. Est-ce que pour vous, quand vous êtes en Ukraine, c'est un travail ou c'est un bénévolat? Vous êtes payé, vous n'êtes pas payé? Comment ça se passe? Non, c'est du volontariat. C'est du volontariat, donc c'est l'avantage de ça, c'est que on est libre comme l'air, c'est-à-dire on vient quand on veut, on part quand on veut. Il n'y a pas d'obligation vis-à-vis du pays ou de l'armée. L'inconvénient, c'est que il n'y a pas de salaire, niveau assurance, il n'y a rien. Euh, donc il y a des avantages et des inconvénients, on va dire. Mhm. Comment vous arrivez à jongler avec votre vie en France et les missions en Ukraine? J'ai la chance de faire un métier qui me permet de me libérer. J'ai la chance d'avoir un employeur, un hôpital qui me permet aussi de me libérer et d'avoir des collègues qui sont très arrangeants vis-à-vis du planning. Donc, je pense que dans d'autres conditions, cela n'aurait pas été possible. Mais là, c'est optimal effectivement pour régulièrement aller en Ukraine. Ok. Vos collègues en France, ils savent ce que vous faites en Ukraine? Ils savent que vous partez dans ce pays en guerre? Oui, tout à fait. Moi, je suis très transparent avec eux. Je leur montre. On a des groupes sur WhatsApp avec mes collègues. Je leur partage certaines informations. On en discute régulièrement. Le directeur de l'hôpital aussi. Tout le monde est au courant. Mhm. Ok. Racontez-nous un peu ce qui se passe sur le terrain, parce que bien évidemment, on a quelques bribes d'informations, mais il y a très peu d'informations vraiment sur du front, en fait, parce que d'un côté, parce que en fait, l'armée ukrainienne n'aime pas raconter ce qui se passe sur le front pour des raisons de sécurité, pour des raisons tout à fait explicables et compréhensibles, parce qu'ils ne veulent pas donner les informations à l'ennemi aussi, qui regarde bien évidemment tout ce qui se passe
dans les médias. Et donc, du coup, on a quand même une vision assez parcellaire hein, de cette guerre. Et vous qui êtes sur le terrain, vous êtes un témoin précieux parce que c'est vous qui pouvez nous donner quelques détails qui nous manquent. Oui, tout à fait. La première chose qu'on nous apprend, c'est de ne pas communiquer. C'est d'éteindre, quand on arrive dans le Donbass, c'est d'éteindre la géolocalisation, d'éteindre la 4G, donc se mettre en mode avion. On peut prendre des photos, il n'y a pas de problème, mais de ne rien publier. Ou alors, si on publie, si on envoie à nos amis, à nos familles, c'est des semaines, voire des mois plus tard. Donc moi, il y a par exemple certaines choses que je publie, des photos que j'ai prises en mai. Donc ça, c'est très important sur la sécurité. Ensuite, sur la réalité même du terrain, alors moi, j'étais avec une unité sur une partie du front. On a bougé, et mon unité bouge beaucoup. Mais voilà, après, moi, je n'ai vu que ma petite échelle. Donc, s'il y a des questions particulières, je peux y répondre en fonction de ce que j'ai vu. Non, en fait, ce qui m'intéresse, bien évidemment, je ne vais pas vous poser les questions par rapport aux batailles, par rapport à comment ça se déroule, parce que on a été coupé, je crois. Attendez, il y a eu une petite coupure. J'ai pensé que on était même coupé. Donc je vais reposer la question. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous poser les questions militaires. Hein. Je ne vais pas vous poser les questions sur l'équipement de l'armée ukrainienne, comment elle fonctionne, comment c'est aussi un peu en face. Parce que est-ce que vous voyez si la question par rapport à la Russie, est-ce que vous savez qui est en face de vous? Dans les parties du front. Dans les parties du front. Alors, est-ce que vous avez l'armée régulière? Est-ce que vous avez les Wagner? Est-ce que vous avez les Tchétchènes, le Kadyrov? Qui c'est qui est en face de vous? Non, nous en face, on avait une unité régulière de l'armée russe. C'était des Morpechs, c'est l'infanterie de marine qu'on avait en face. Je ne sais plus exactement leur dénomination. Je n'ai pas vu, nous n'avons pas eu de Tchétchènes, d'hommes de Wagner ou des Ukrainiens recrutés par la DNR, tout ça. Donc, moi, je n'ai pas vu de Russes. C'est-à-dire que l'unité avec qui j'étais, voilà, il n'y a pas eu de prisonniers, il n'y a pas eu de Russes blessés. Donc, moi, je n'étais qu'avec des Ukrainiens. Mais en face, on sait qui on a parce que déjà, ils sont à 30 mètres. Donc, ça communique, ça parle. Il y a aussi également avec les radios, puisque toutes les radios, on arrive à se mettre sur certaines fréquences qui sont avec les Russes, donc on s'entend, on peut même se parler. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on sait exactement qui on a en face. Ok. À 30 mètres, vous dites. Donc, ça veut dire que c'est tout près, quoi. Oui. Bah, c'est des tranchées, c'est des trous de combat, c'est des tranchées. Alors moi, je n'y suis pas et je refuserais d'y aller parce que médecin, il n'a pas grand-chose à faire là-bas. Mais ceux qui sont plus près, alors nous, on était allés à 500 mètres, 1 kilomètre derrière. Mais c'est suffisamment près. En tout cas, nous, on est en communication constante avec les militaires. Donc, on sait exactement ce qui se passe sur le front. C'est notre rôle. On doit anticiper s'il y a des blessés. On l'entend, on se prépare. Voilà, on doit être en communication constante, jour et nuit. Ok. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vous restez quand même en retrait derrière le front pour assurer le côté médical des Ukrainiens avec lesquels vous êtes en liaison. Est-ce que les Russes vous bombardent, vous, en tant que dans vos unités médicales, est-ce qu'ils sont bombardés par les Russes? Oui, nous, on a été bombardés. Un hôpital dans lequel on a été pour amener des blessés a été bombardé. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils le font consciemment ou pas, ça, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire que sur le front, on est quand même difficilement distinguable des militaires
parce qu'on a un véhicule, on a une ambulance, mais qui est repeinte en marron foncé pour pas être vue. Donc, j'ai appris comment fonctionnent les drones russes. Donc, ils survolent au-dessus et ils voient des véhicules. En fait, mais pour eux, c'est un amas de pixels, donc ils bombardent en fait à tout venant. Mais oui, nous, on a été touchés. Dans notre équipe, on était 8, dans notre équipe médicale. Notre maison a été elle-même bombardée, dans laquelle on logeait. On a eu 2 blessés, dont un pas grave, mais en tout cas qui a dû partir. Il a eu un gros éclat d'obus dans la cuisse et il a dû être évacué, oui. Okay. Au niveau d'équipement, dans le, en fait, quand vous êtes avec votre unité militaire, vous êtes dans un hôpital de champ ou de camp, je ne sais pas comment on dit exactement, c'est Non, ça? pas tout à fait. Non, non, pas tout à fait. On est dans des habitations avec les militaires. On est avec les militaires. Donc, comment ça se passe en pratique? On arrive sur la ligne. L'Ukraine, c'est un pays qui reste très urbanisé, même dans la campagne. Donc, on se loge, on s'installe chez l'habitant, dans des habitations qui ont été évacuées. Donc, nous, on s'installe dans des habitations et on planque notre véhicule, on planque nos médicaments, nos réserves de nourriture et on attend. Quand il faut partir évacuer quelqu'un, donc on se met dans l'ambulance, on va le chercher et on amène à l'arrière dans l'hôpital. Donc moi, on ne travaille pas dans l'hôpital en lui-même. Ok. Ok, ça veut dire que vous ne venez à l'hôpital que si vous avez un blessé accompagné dans l'hôpital. C'est ça, c'est comme du SAMU, ceux qui connaissent un peu, on est appelé, on prend nos affaires, on va chercher le blessé, on essaie de ce qu'on appelle le déchoquer, donc faire en sorte que le patient ne soit plus en état de choc, le stabiliser et on l'amène dans un hôpital. Tout dépend encore de son état de santé. Hein. S'il est léger, on l'amène dans ce qu'on appelle un poste médical avancé. C'est un lieu qui se situe entre les 5 et 10 km à l'arrière du front, donc qui a 10 minutes, un quart d'heure. C'est souvent une école qui a été évacuée. Ça peut être n'importe quel bâtiment public dans lequel s'installent des médecins, des médecins militaires, dans lequel ils font du soin de base. Mais il n'y a pas de plateau technique chirurgical. Pour les patients donc très lourds, il faut les amener encore plus à l'arrière et ça peut prendre jusqu'à 1 heure de route. Ok. Au niveau d'équipement, est-ce que ça va ou est-ce que c'est vraiment très difficile? Il y a des choses qui vont, d'autres choses qui vont pas. Qu'est-ce qui manque le plus? Je pense qu'il manque du sang. Le sang, c'est très compliqué parce que ça doit être congelé, ça doit être conservé, et dans une zone de guerre où la première cause de décès, l'hémorragie, le fait de ne pas avoir de sang, c'est très compliqué. Un problème, c'est l'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est un gaz inflammable, les bouteilles d'oxygène et les eaux ne fait pas au ménage. Donc, à un moment donné, nous, voilà, on était bombardés assez régulièrement, donc j'ai pris la décision d'enlever les bouteilles d'oxygène. C'est un risque à prendre. Si un patient qui a besoin d'oxygène, on aurait été très embêtés. Mais pour nous, c'est un trop gros risque d'avoir ces bouteilles d'explosifs dans l'ambulance, en tout cas. Oui, parce qu'il faut expliquer oui. peut-être aux gens qui nous regardent que l'oxygène, c'est si jamais l'ambulance est touchée, l'oxygène risque d'exploser et donc de causer des dégâts énormes à l'intérieur de l'ambulance. Ah oui, c'est très 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 inflammable. Hein. L'oxygène, c'est très dangereux. Il y a même une histoire en Ukraine. Il y a 3 ou 4 ans, il y a un hôpital entier en Ukraine qui a explosé parce qu'il y a eu un défaut dans le conduit d'oxygène. Un hôpital entier a brûlé avec des dizaines de victimes. Donc oui, c'est dangereux. Sinon, on a à peu près tout le matériel nécessaire pour faire notre travail. Notre travail finalement est basique, hein. C'est de stopper l'hémorragie, c'est de stabiliser un patient, on a à peu près tout ce qu'il faut. Ok. Ce matériel, vous le trouvez sur place ou vous l'amenez avec vous? Comment ça fonctionne?
C'est uniquement de l'aide volontaire, par les volontaires. Donc, il y a des civils comme moi qui le donnent. L'hôpital avec qui je travaille a donné beaucoup de matériel à cette organisation, en tout cas. Ça peut être des organisations plus importantes également, où l'organisation en elle-même des hospitaliers reçoit beaucoup de dons en argent et elle achète elle-même. Donc finalement, il y a beaucoup de matériel et c'est très, très, très bien organisé. Ils ont plusieurs bases en Ukraine, ils ont des dépôts. Donc, nous, par exemple, si on est sur le front, il nous manque certaine chose, on fait une liste, on prévient des gens, des hospitaliers qui travaillent dans le ravitaillement, qui sont dans une base qui est située à 150-200 km à l'arrière. Et en général, en 3-4 jours, ils peuvent nous livrer le matériel dont on a besoin. Ok. Côté civil, est-ce que vous prenez aussi en charge les civils qui sont dans les régions dans lesquelles vous êtes? Et la question que je me pose aussi, est-ce que parmi les civils que vous prenez si c'est le cas, vous avez constaté, vous, des cas un peu particuliers, des tortures, en fait, des trucs qu'on raconte, les atrocités que les Russes ont fait dans le style de Boutcha, de Irpin, etc. On prend également en charge les civils, mais c'est pas la majorité de nos blessés, parce que la plupart des civils ont fui. Il y en a peu qui restent, et parce que c'est les militaires qui sont numériquement les plus nombreux et ce sont eux qui combattent. Donc essentiellement, j'ai envie de dire 90% des blessés, c'est des militaires, 10% de civils. Concernant des choses comme ça, là où j'étais, non. Nous, on était dans une région qui n'a pas été occupée, où les Russes n'ont pas avancé en fait depuis 2014. Donc, pour ma part, non. En revanche, moi, j'étais avec une unité militaire ukrainienne qui est issue en grande partie de Mariupol. Les militaires viennent de Mariupol. Et eux, pour la petite histoire, ils avaient brisé l'encerclement en mars. Ils sont arrivés à sortir de Mariupol. Bon, ils sont sortis dans un état lamentable. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de pertes. Toute leur famille est Mariupol et ils ont tous des morts. Il y a des histoires absolument atroces. Mariupol, dans quelques mois, quand la ville, j'espère, va être libérée, on va en parler, on va raconter des histoires horribles parce que là, on pense que c'est à peu près 100 000 morts, Mariupol, pour 400 000 habitants en guerre, à peu près 100 000 morts. C'est des situations horribles. Les gens, début mars, déjà, ils n'avaient plus d'eau. Mars, ils n'avaient plus d'eau, donc ils buvaient leurs urines. Il n'y avait aucun médicament, donc beaucoup de gens sont morts faute de soins. Pas de nourriture. Le siège a été horrible. Là, pour l'instant, il y a un silence radio sur ce qui s'est passé, mais Mariupol, c'est Boutcha x 100. En fait, on est au courant un tout petit peu en France quand même, parce que après le chiffre qui est donné, il est très large, parce qu'en fait on dit minimum 20 000, et maximum ça dépasse les 100 000 morts. Mais effectivement, les Russes bloquent tout. D'ailleurs, ils bloquent actuellement tout ce qui se passe à l'intérieur de Mariupol. Il y a même actuellement toujours le manque, y compris de nourriture, pour les gens qui restent. Donc ça reste la plus grande catastrophe humanitaire de cette guerre. Ah oui, c'est atroce. Moi, j'ai entendu des histoires. Les militaires, ils ont leur famille là-bas. Ils vont, voilà, avec au bout de plusieurs mois, moi, j'ai appris à les connaître. Et je ne vais pas vous les partager parce que c'est finalement des anecdotes et des anecdotes comme ça, il y en a des milliers. Mais c'est très dur. Et eux, ils sont prêts effectivement à se battre, même sans armes, ils se battront, ça, c'est une certitude. Ok.
Ok, bon bah Arsène, merci beaucoup de ce témoignage. On garde contact parce qu'il y a certainement d'autres questions qui vous vont être posées. Si j'ai bien compris, vous préparez à partir assez prochainement dans une mission dans la même région où vous étiez. Donc on garde contact de toute façon. On va peut-être refaire avant votre départ peut-être encore une émission ou deux pour, y compris, je vais peut-être faire demander à mes spectateurs de vous poser les questions, peut-être ou de préparer les questions comme ça qui les intéresseront le plus. Et quand vous serez sur le terrain, on garde contact de toute façon et Oui, bien puis sûr. on essaie d'informer les gens parce que en réalité, on parle beaucoup de la chose militaire qui se passe en Ukraine. Et ce que vous venez déjà de raconter en un petit, en en une petite demi-heure, c'est déjà précieux parce que très peu d'informations de cette sorte filtrent en fait en France. Il y en a peu, effectivement, parce que j'ai envie de dire la communauté ukrainienne en France est déjà pas très nombreuse. Il n'y a pas beaucoup de Français qui sont engagés en Ukraine et qui peuvent faire remonter les informations. Et puis, c'est tout. Hein. C'est simplement, il faut. Je ne sais pas quoi vous dire, hein. Mais je suis pas de problème. On peut parler de tout et de rien si vous le souhaitez. Voilà. À part effectivement des questions, ça il faut bien comprendre, c'est toujours très 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 sécurisé, très contrôlé. Même moi, dans ce que je dis, il y a certaines choses, tout est extrêmement, on va dire, censuré pour des questions de sécurité. Donc on peut parler de tout effectivement, à part, vous m'aurez compris, sur des questions militaires. Ok. Et puis, dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez donner les coordonnées de votre organisation humanitaire, y compris comment les gens qui vous regardent peuvent aider éventuellement pour faire les dons, pour approvisionnement en médicaments, je sais pas, en soins, etc., vous me donnerez les coordonnées, je le mettrai dans le descriptif de cette Oui, vidéo. bien sûr. Bien sûr. Ils ont un site en ukrainien et un site en anglais. Alors, c'est une grosse organisation qui est gérée par, pour la petite histoire, donc elle s'appelle Yana Zinkiewicz, qui est une jeune, il me semble qu'elle est plus jeune que moi, elle a à peine 28 ou 29 ans. Elle a été élue députée au Parlement ukrainien. Donc, c'est elle qui a créé cette organisation, qui est, voilà, qui est organisée, enfin, qui est financée aussi un peu par les, par les industriels ukrainiens, par les gouvernements, par le gouvernement, par également par les États-Unis. C'est vraiment une organisation qui est assez importante, mais effectivement, l'attrition est très forte, les pertes sont quotidiennes, le matériel doit se renouveler, doit s'entretenir, et les dons, je pense qu'ils sont en tout cas ravis d'avoir des dons tout le temps parce que la guerre, ça coûte extrêmement cher. Ok. Et tout le monde a compris que c'est une organisation sérieuse, donc parce que vous savez, quand il y a toujours des histoires humanitaires, on se méfie un peu à ne pas donner à des organisations un peu farfelues qui peuvent aussi fleurir sur la guerre. Là, il s'agit vraiment de quelque chose de sérieux, donc du coup, c'est les gens qui voudront aider seront rassurés Oui. de le prendre. Oui. Vous pouvez aller voir, ils ont une page Facebook qui est plutôt bien alimentée, qui s'appelle Gospitaliers. Alors, il faut le taper en anglais, c'est pas les hospitaliers, c'est Hospitaliers 2L. Non, mais c'est pas grave, on le mettra en descriptif, donc les gens auront un lien direct par rapport à cette page. Ok, bon bah docteur, merci beaucoup. C'était passionnant et donc j'espère que donc là on vient de faire notre petite première avec cette émission et puis on garde contact et on va essayer de revenir à la question. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Merci.